Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler des médicaments hypotenseurs qui servent à traiter l'hypertension. On va revenir dans un premier temps sur quelques notions de base pour comprendre de quoi il s'agit. Exactement comme un réseau d'eau, donc c'est-à-dire un réseau constitué de tuyaux et d'eau qui coule à l'intérieur au sein d'une ville, nous avons au sein de notre corps un réseau de vaisseaux sanguins qui transportent notre sang, des artères et des veines en l'occurrence. Et exactement comme l'eau exerce une pression sur les parois d'un tuyau, le sang va exercer une pression sur les parois de l'artère. Et donc lorsque cette pression est anormalement élevée, on parle d'hypertension artérielle et ça peut poser un certain nombre de problèmes qu'on verra tout à l'heure. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous imprimiez une formule très importante sur laquelle je vais revenir tout au long du podcast. C'est la formule, alors elle n'est pas exacte, mais ça nous permet vraiment de simplifier les choses. C'est la formule de la tension artérielle. La tension artérielle va dépendre de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire de la force et de la fréquence avec laquelle le cœur pompe, tout simplement parce que ce qui fait avancer le sang dans notre circulation sanguine, c'est la pompe, c'est le cœur. Au plus votre cœur pompe fort, au plus il pompe vite, c'est-à-dire au plus sa fréquence cardiaque est élevée, au plus le débit de sang dans vos artères va être élevé, donc au plus la tension va augmenter, la tension artérielle. Deuxième élément qui va influencer la tension artérielle, c'est la résistance des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins ont la possibilité de se contracter, ce qu'on appelle la vasoconstriction, et ils ont la possibilité de se dilater. Lorsqu'ils se dilatent, leur diamètre augmente. Lorsqu'ils se contractent, leur diamètre diminue. Et on comprend facilement que quand une artère se contracte, la résistance augmente et donc la pression va être plus grande. Dernière notion, dernier terme qui influence la tension artérielle, c'est la volémie, c'est-à-dire la quantité, le volume de sang qui est dans votre artère. Au plus il y a de sang dans l'artère, au plus il va exercer une pression forte. Voilà, donc la tension artérielle, c'est la fréquence cardiaque multipliée par la résistance des vaisseaux, multipliée par la volémie, qui est le volume de sang en circulation totale. Autre notion qu'il faut comprendre, c'est la notion de tension systolique et tension diastolique. Donc, votre médecin vous a sûrement déjà pris la tension au moins une fois dans votre vie. Et donc, lorsque vous prenez le tensiomètre, le premier chiffre que vous voyez affiché, c'est la pression systolique. Donc, c'est la pression qui est localisée dans vos artères au moment où votre cœur se contracte, et la tension diastolique, qui est généralement un chiffre un petit peu moins élevé, est la pression dans vos artères lorsque votre cœur se relâche, lorsque votre cœur est au repos. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du cœur, je vous invite tout simplement à aller sur YouTube et taper fonctionnement du cœur, diastole, systole, et vous verrez très bien à quoi ça correspond. Une fois qu'on a présenté ça, on va maintenant parler de ce qu'est un petit peu l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle, c'est lorsque il y a une pression anormalement forte et prolongée sur vos artères. Alors en cas de stress ponctuel, en cas d'effort physique par exemple, il est normal d'avoir que la tension artérielle augmente. C'est normal, il faut plus de sang pour faire fonctionner vos muscles, il faut apporter plus de nutriments, plus d'oxygène, donc c'est normal lors d'un stress ponctuel d'avoir une tension artérielle plus élevée. Mais le problème, c'est lorsque cette tension perdure dans le temps. Et donc à long terme, ça peut poser des problèmes. Donc vous irez voir les tableaux qui présentent l'hypertension artérielle. En France et en Suisse, on estime qu'à partir d'une tension systolique de 140 et une tension diastolique de 90, on est en hypertension. Alors pourquoi c'est un problème ? Eh bien tout simplement parce que déjà, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Et comprenez bien une chose, c'est que lorsqu'on a une pression anormalement élevée qui s'exerce sur les parois de nos vaisseaux sanguins, il y a plusieurs risques de pathologies qui peuvent apparaître, comme par exemple un qui est connu, c'est l'athérosclérose. Qu'est-ce que c'est que l'athérosclérose ? C'est tout simplement le fait
qu'il y ait des amas de graisse, ce qu'on appelle des plaques d'athérome, qui se forment sur les parois de nos vaisseaux sanguins. Ces amas de graisse vont s'accumuler, donc déjà vont réduire le diamètre de notre artère. Donc comme on réduit le diamètre de notre artère, rappelez-vous, on réduit la résistance. Et oui, au plus une artère a un diamètre faible, au plus sa résistance va être élevée. Donc l'athérosclérose, déjà, va augmenter notre tension artérielle. Et puis le problème, le danger, c'est la rupture. D'accord ? Et la rupture arrive pour tout un tas de facteurs qu'on verra tout à l'heure. Mais pour terminer sur cette histoire d'athérosclérose, du coup cette plaque va se solidifier, va durcir, et donc le danger, c'est si jamais elle pète. Si jamais elle pète, il peut y avoir formation d'un caillot qui peut boucher l'arrivée de sang de cette artère. Et vous savez comme moi que on peut arrêter de manger pendant un mois, on peut arrêter de boire pendant plusieurs jours, mais l'oxygène, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Et donc comme l'oxygène est transporté par le sang, et que si on n'a pas d'oxygène, très vite les cellules meurent d'asphyxie. Et il y a des endroits où c'est particulièrement dangereux, notamment dans le cerveau, on appelle ça un AVC. Donc voilà, on étudie avec précaution et avec intérêt le problème de l'hypertension artérielle, notamment parce qu'elle transporte l'oxygène, et que l'oxygène est absolument fondamental à la vie, on ne peut pas s'en passer pendant très longtemps. Donc voilà, l'hypertension artérielle, c'est quelque chose qui va toucher plein d'organes, le cœur, où ça va par exemple produire de l'insuffisance cardiaque, ça peut produire un infarctus du myocarde. Voilà, un infarctus du myocarde ou crise cardiaque, ça correspond à une partie du muscle du cœur qui est détruit quand celui-ci n'est plus suffisamment approvisionné en oxygène. Et ça peut arriver, comme je vous l'ai dit, à travers l'athérosclérose, la formation de plaques de graisse, la rupture de ces plaques, et qui donc bouche l'artère. Ça peut arriver au niveau des reins, ça peut arriver au niveau du cerveau, je vous ai dit, au niveau du cerveau, ça s'appelle un AVC, donc tout simplement une artère peut se rompre ou se boucher, et arrêter d'irriguer certaines parties du cerveau qui vont mourir. Et dans les vaisseaux, voilà, ça s'appelle l'athérosclérose, et on a aussi par exemple une autre pathologie qui s'appelle l'anévrisme. Donc l'anévrisme, ça va pas être la formation d'un caillot, mais ça va être une dilatation anormale d'une artère, et pareil, le danger, c'est la rupture et l'arrêt de transport d'oxygène. Donc voilà. J'espère que je vous ai bien fait comprendre à quel point l'hypertension artérielle, c'est quelque chose de sérieux et qu'il faut surveiller. Et c'est quelque chose qui est surveillé parce que l'oxygène est quelque chose d'extrêmement important dans l'organisme, si ce n'est la chose la plus importante. Alors, il y a différents types d'hypertension artérielle, deux types de causes, on va les appeler comme ça. La première, hypertension artérielle, elle est dite primaire ou essentielle. Elle est la plus fréquente dans 90% des cas. Elle est liée à des facteurs comme l'âge, la consommation de tabac, la consommation de médicaments comme la pilule, des facteurs génétiques liés à l'hérédité, mais beaucoup d'hygiène de vie liés au stress, à la sédentarité. Généralement, ce type d'hypertension se déclare vers les 50 ans, mais ça peut arriver avant. On a face à ça un deuxième type d'hypertension artérielle qui est secondaire, et qui là est la conséquence d'un autre problème, d'une autre pathologie, comme un problème rénal, un problème hormonal, une exposition à des drogues dures ou à des médicaments, comme les anti-inflammatoires. Par exemple, on sait que les anti-inflammatoires favorisent la rétention de sel et d'eau. Donc si vous faites de la rétention d'eau, rappelez-vous dans notre formule de départ, vous augmentez la volémie, vous augmentez le volume de sang dans votre système, donc vous augmentez la tension sur vos artères, la pression sur vos artères. Les médicaments aussi qui posent problème, c'est les bronchodilatateurs, puisqu'ils vont avoir des substances, ils vont contenir des substances semblables à l'adrénaline, donc ils sont susceptibles d'augmenter la fréquence cardiaque et donc la tension artérielle. On a également des malformations congénitales, notamment des anomalies de l'aorte, qui peuvent provoquer de l'hypertension. Voilà. Donc maintenant, quels sont les objectifs des médicaments anti-hypertenseurs ? Ils vont être principalement de réduire la mortalité due à l'hypertension et due à tous les problèmes qu'on a vus graves qui peuvent en découler, mais ils vont aussi être de réduire la morbidité cardiovasculaire associée à l'hypertension. Qu'est-ce que c'est que la morbidité ? C'est l'ensemble des effets subséquents, donc
conséquent à une maladie. Donc on a vu l'hypertension, on peut en mourir par l'arrêt d'approvisionnement d'oxygène de certaines cellules de l'organisme, mais l'hypertension peut tout simplement causer tout un tas d'autres problèmes, et donc c'est ce qu'on appelle la morbidité. Donc le but des médicaments antihypertenseurs, ça va être dans un premier temps de faire descendre la personne à une tension de 140 sur 90. Le premier nombre, c'est toujours la tension systolique et le deuxième, la tension diastolique. Et puis on va essayer de stabiliser la personne autour de 130-80 généralement. Donc maintenant, on va présenter les médicaments. Donc si vous avez de l'hypertension artérielle, ça va vous parler. Si vous avez un de ces médicaments, vous allez le reconnaître. Donc je vais vous présenter 5 classes de médicaments. Les deux premières classes de médicaments, c'est un petit peu des frères et sœurs. Ce sont des médicaments qui vont réduire la résistance des vaisseaux sanguins périphériques une fois par vasodilatation directe et une fois par vasodilatation indirecte. Donc là, on va parler des inhibiteurs calciques, ce qu'on appelle les alpha-bloquants et les anti-hypertenseurs centraux. En troisième, on parlera des médicaments qui font baisser le débit, donc la fréquence cardiaque. Donc là, il s'agit des bêta-bloquants. En quatrième, on va présenter les diurétiques. Donc ça, c'est les médicaments qui font baisser la volémie extracellulaire, donc le volume total de sang que vous avez. Et en cinquième, pareil, je vais vous présenter les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc là, pareil, c'est des médicaments qui agissent au niveau du rein et qui vont faire baisser la volémie extracellulaire. Alors c'est parti pour la présentation des médicaments. Donc je vous ai dit, la première classe de médicaments ou les deux premières si vous voulez, sont des médicaments qui vont baisser la résistance, qui vont agir sur la vasoconstriction et dilatation de nos vaisseaux sanguins. Donc les premiers médicaments, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs calciques et les alpha-bloquants. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre, parce que là on dit inhibiteur calcique, donc on pense bien qu'il va y avoir un lien avec le calcium. Il faut comprendre le rôle du calcium dans la contraction musculaire. Donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Si ça vous intéresse, vous allez sur YouTube, vous tapez rôle du calcium dans la contraction musculaire et vous allez trouver toutes les infos qu'il vous faut. Mais pour vous résumer grosso modo la chose, ce qui permet la contraction musculaire, c'est le rapprochement entre deux protéines qui s'appellent la myosine et l'actine. Donc ces deux protéines, elles constituent l'unité fonctionnelle des fibres musculaires qui sont le sarcomère. Et si vous voulez, pour qu'il y ait contraction musculaire, il faut que les fibres se rapprochent. Et donc si vous voulez, vous pouvez imaginer ça comme deux protéines, deux barres qui sont l'une en dessous de l'autre, qui s'appellent la myosine et l'actine. Et pour que ces deux barres se rapprochent, si vous voulez, sur la myosine, on a ce qu'on appelle des ponts, des têtes qui vont s'accrocher à l'actine et qui vont la rapprocher d'elle, comme une espèce de pelle, comme un espèce de tracteur. Et donc pour activer ce mouvement, on a besoin de calcium, on a besoin de canaux calciques qui vont activer ce mouvement et cette production et cette transformation de l'ATP qui va produire un mouvement mécanique. Donc voilà, pour faire simple, à la base de la contraction musculaire, il y a du calcium et il y a un déplacement d'ion calcium à travers des canaux calciques. Et donc ce que vont faire ces médicaments, ces inhibiteurs calciques, eh bien, ce sont des antagonistes de ces canaux calciques, c'est-à-dire ils vont venir se fixer sur les récepteurs normalement réservés au calcium, ils vont occuper la place et ils vont empêcher les ions calcium de traverser leur chemin et donc de provoquer cette contraction musculaire. Donc ces inhibiteurs calciques vont réduire le flux calcique, le flux du canal calcique, vont donc baisser la contraction musculaire et ils vont agir au niveau des vaisseaux sanguins, donc ils vont baisser la contraction des vaisseaux sanguins. Donc comme ils baissent la contraction des vaisseaux sanguins, ils vont augmenter la dilatation des vaisseaux sanguins. Donc comme ils agissent directement au niveau des vaisseaux sanguins, on appelle ça une vasodilatation directe. Donc le médicament, un des médicaments les plus connus, c'est le Verapamil, ou le médicament générique s'appelle l'Isoptine. Et donc, il va agir de cette manière. Donc là, vous voyez, dans notre formule de base, là, on n'agit pas sur la fréquence cardiaque, on n'agit pas sur la volémie, on agit sur la résistance des vaisseaux. Alors, au niveau des inhibiteurs calciques, vous trouverez deux types de médicaments. Vous avez les inhibiteurs sélectifs des canaux vasculaires, donc par exemple les dihydropyridines.
Ça, c'est des médicaments qui vont agir spécifiquement, uniquement sur les vaisseaux sanguins en périphérie. Et il y a une autre classe qu'on appelle, par exemple, dont la verapamil fait partie. Et donc ça, c'est des inhibiteurs calciques qui vont avoir un effet mixte. Ça veut dire qu'ils vont agir à la fois sur les vaisseaux sanguins en périphérie, mais ils vont aussi agir sur le cœur. Donc là, ils vont avoir un effet aussi sur le cœur. Ensuite, alors, les médicaments qui sont un petit peu frères et sœurs, je vous ai dit, c'est les inhibiteurs centraux. Donc les inhibiteurs centraux, ils vont aussi réduire la résistance des vaisseaux sanguins, mais cette fois par vasodilatation indirecte. Et comment ça va se faire? Bien, tout simplement, ce sont des médicaments qui vont agir directement au niveau du tronc cérébral et qui vont réduire les décharges orthosympathiques. Je vous rappelle que c'est le système orthosympathique qui commande la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Donc là, vous allez directement toucher au cerveau. Vous allez directement toucher au tronc cérébral. Donc, ils vont réduire les ordres de contracter les vaisseaux sanguins. Donc là, ça va être par vasodilatation indirecte. Troisième classe de médicaments, beaucoup plus connue, s'appelle les bêta-bloquants. Donc les bêta-bloquants, ils vont agir en faisant baisser le débit cardiaque, donc la fréquence cardiaque. Donc on n'est plus sur la résistance des vaisseaux sanguins. Alors les bêta-bloquants, ce sont des antagonistes compétitifs spécifiques des récepteurs bêta-adrénergiques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, on va faire extrêmement simple. Si vous voulez, pour que notre cerveau puisse commander la stimulation ou la relaxation de nos cellules du corps, sur toutes nos cellules, nous avons des récepteurs, si vous voulez, comme des boîtes aux lettres. Et ces boîtes aux lettres, elles sont spécifiques aux hormones ou aux neurotransmetteurs produits par le corps. Et notamment sur nos cellules dans le corps, alors sur quasiment toutes les cellules, les cellules du cœur, des vaisseaux, des bronches, du tube digestif, etc., nous avons ce qu'on appelle des récepteurs adrénergiques, c'est-à-dire que ce sont des récepteurs qui sont spécialement conçus pour recevoir les molécules qui vont dériver de la noradrénaline, de l'adrénaline. Donc il y a différents types de récepteurs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, il y a des récepteurs de type alpha, alpha 1, alpha 2, et il y a des récepteurs de type bêta 1 et bêta 2. Et il se trouve qu'au niveau du cœur, nous avons des récepteurs, notamment bêta 1, qui ont pour rôle de recevoir le message qui va stimuler à la fois la force de contraction du cœur et sa fréquence de contraction. C'est ce qu'on appelle un effet inotrope positif et chronotrope positif. Donc ce que vont faire les bêta-bloquants, c'est que ce sont des antagonistes compétitifs. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous retournez voir le podcast d'introduction à la pharmacologie, mais je vais le réexpliquer. Les antagonistes, ce sont des molécules qui vont se fixer sur le récepteur spécifique. Donc comme ils sont compétitifs, ils se fixent exactement sur le même site de fixation normalement où viendrait l'adrénaline ou la noradrénaline. Ils vont occuper le site et ils vont empêcher le message, l'effet de se produire. Donc les bêta-bloquants vont empêcher l'adrénaline et la noradrénaline de venir stimuler les cellules musculaires du cœur pour pomper plus fort et plus vite. Donc quel est le résultat? Le cœur va pomper moins fort et moins vite. Donc vous allez baisser votre fréquence cardiaque, donc vous allez baisser votre tension artérielle. Un des médicaments connus, c'est par exemple le carvedilol, et le médicament générique donc qui est commercialisé, c'est le Dilatred. Alors les bêta-bloquants, ils sont utilisés en première intention pour de l'hypertension artérielle classique, pour des coronapathies ou même parfois pour des varices ésophagiennes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure des récepteurs alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des récepteurs qui vont être chargés de dilater certains vaisseaux sanguins à différents endroits. Il y a certains récepteurs qui vont être chargés de les contracter. Voilà, si vous voulez, vous irez chercher le tableau sur internet si ça vous intéresse. C'est compliqué parce que ça dépend de l'endroit. Par exemple, au niveau du cœur, on a les récepteurs alpha 1 qui sont plutôt inotropes et chronotropes, alors qu'au niveau, par exemple, du tube digestif, ils vont baisser le péristaltisme. Donc,
c'est différent en fonction de l'endroit dans le corps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez simplement qu'il y a des bêta-bloquants qui sont plus ou moins cardio-sélectifs, ça veut dire qu'ils vont plus ou moins agir uniquement sur le cœur, ou qui vont agir sur le cœur, les vaisseaux périphériques, sur les bronches, sur le tube digestif, et ça c'est ce qu'on appelle des bêta-bloquants non cardio-sélectifs. Alors les bêta-bloquants, ils ont des effets secondaires. Exactement comme pour l'insuline sur le podcast qu'on a vu sur les médicaments hypoglycémiants et l'insuline peut causer des problèmes d'hypoglycémie quand c'est mal dosé. Et bien de la même manière, les bêta-bloquants peuvent provoquer ce qu'on appelle de la bradycardie, c'est-à-dire une fréquence cardiaque anormalement basse. Et oui, puisque vous agissez directement sur le cœur, vous l'empêchez de battre à la vitesse entre guillemets qu'il souhaite. Donc si vous faites mal votre dosage, vous pouvez pousser le bouchon trop loin et provoquer une bradycardie. On peut provoquer également une hypotension. Donc ça c'est pareil pour tous les médicaments qui vont agir directement à la source, mais on peut aussi avoir une vasoconstriction des extrémités. Et c'est là où je vous dis c'est vicieux parce que les bêta-bloquants au niveau du cœur, ils vont être inotropes et chronotropes négatifs, c'est-à-dire qu'ils vont baisser la force de contraction et la vitesse de contraction du cœur, mais au niveau périphérique, par exemple au niveau des vaisseaux, au niveau du tube digestif par exemple, là ils vont avoir une autre action, ils vont avoir une action de vasoconstriction. Et ça c'est valable par exemple pour les bêta-bloquants non cardio-sélectifs, parce qu'ils vont agir partout. Chez l'homme, il peut y avoir des troubles de l'érection, donc je pense que ça se passe de commentaires, et il peut y avoir une aggravation de l'asthme. Il y a également des contre-indications à l'utilisation des bêta-bloquants, c'est qu'il faut faire très attention, il ne faut pas les utiliser avec d'autres bêta-bloquants. Ils sont contre-indiqués dans les cas de troubles cardiaques, dans les cas de BPCO, donc bronchopneumopathie, obstruction chronique obstructive. Ils sont contre-indiqués dans les cas d'asthme modéré ou sévère, puisque au niveau des bronches, ils peuvent provoquer une bronchodilatation. Ils sont contre-indiqués également pour le phénomène de Raynaud, le syndrome de Raynaud. Mais d'une manière générale, je m'étais noté ça aussi, qu'un traitement ne doit jamais s'arrêter d'un coup. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que l'organisme se met à s'habituer à fonctionner d'une certaine manière, et si vous enlevez d'un coup les médicaments, et ça notamment pour les médicaments psychoactifs, on verra les antidépresseurs, les anxiolytiques, c'est une véritable catastrophe. Et ça, je vous l'ai déjà dit pour les médicaments anticholestérol, une fois que vous rentrez dans le circuit des médicaments, des traitements, vous êtes parti pour un grand 8. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à si je ne changerai pas mon hygiène de vie avant qu'il m'arrive des emmerdes, parce qu'une fois que vous êtes parti dans le grand 8, vous ne pouvez pas vous sortir des traitements comme vous voulez. Voilà, on ferme la parenthèse. Quatrième classe de médicaments qui est utilisée pour faire baisser la tension, c'est les diurétiques. Donc les diurétiques, comme son nom l'indique, vont faire baisser la volémie, donc le volume de sang en circulation, et vont augmenter l'excrétion urinaire. Donc vous allez pisser plus. Donc là, dans notre formule, rappelez-vous, on n'agit pas sur la fréquence cardiaque, on n'agit pas sur la résistance des vaisseaux sanguins, on agit sur la volémie. Alors il y a différents types de diurétiques, il y en a qui vont agir sur la anse de Henle, il y en a qui vont agir au niveau du tube contourné distal. Alors si ces termes-là vous sont étrangers, vous retournez voir ma vidéo Physiologie des reins et vous saurez tout. Il y a des diurétiques qui agissent sur l'aldostérone, ce qui sont des antagonistes de l'aldostérone, et il y en a qui vont jouer sur l'épargne potassique. Bon, d'une manière générale, les diurétiques, quand ils agissent au niveau du néphron, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inhiber ou réduire, selon les diurétiques, la réabsorption du sodium. Donc ils vont inhiber le sympore sodium-chlore. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils vont inhiber la réabsorption du sodium, et rappelez-vous, l'eau suit le sodium. Donc s'il y a plus de sodium dans votre urine, et bien forcément, il y a plus d'eau qui va rester, puisque l'eau, le sel attire l'eau. Un des diurétiques que je me suis noté, c'est le furosémide ou l'Essix. Il me semble que c'est un diurétique thiacidique, mais je ne suis pas sûr, il faudra que je vérifie. Voilà. Ensuite, on a une classe de médicaments
qui va un petit peu avoir un petit peu le même rôle, mais pas exactement, qui s'appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc là, pareil, il faut retourner voir la physiologie des reins, s'il y a des termes qui vous sont étrangers, mais on va rappeler une chose, c'est que lorsque votre corps détecte une baisse de la pression artérielle, il veut la remonter. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va produire de la rénine, qui est une hormone produite par les reins. Le foie produit en continu une hormone qu'on appelle l'angiotensinogène. Donc je vous ai dit, lorsque le corps va détecter une baisse de la pression artérielle, les reins vont produire de la rénine, et cette rénine, elle va transformer cet angiotensinogène en angiotensine 1. Ensuite, il va y avoir une deuxième enzyme de conversion, qui cette fois est sécrétée par les poumons, qui s'appelle l'enzyme de conversion. Et cette enzyme de conversion va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et cette angiotensine 2, elle, va stimuler les surrénales, notamment les corticosurrénales, pour produire de l'aldostérone. Et l'aldostérone, on sait qu'elle retient le sel, donc elle retient l'eau. Donc, on augmente la volémie, donc on augmente de nouveau notre pression artérielle. Bon, l'angiotensine 2, elle a d'autres actions, notamment au niveau de l'hypothalamus. Elle va stimuler la soif, elle va stimuler la vasopressine, qui est une hormone antidiurétique. Donc en fait, tout va être fait pour que vous reteniez le plus d'eau possible et que vous buviez. Et donc ce que vont faire ces médicaments, comme leur nom l'indique, ils vont inhiber cette enzyme de conversion. Donc ils vont empêcher la transformation d'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc à la fin, ils vont empêcher l'action de la vasopressine, de la soif et de l'aldostérone. Voilà, donc en fait, ce sont des antagonistes. Alors, les médicaments inhibiteurs de l'IEC, donc de l'enzyme de conversion, ils sont à éviter absolument en cas de grossesse ou d'allaitement, ou alors à utiliser en dernier recours. Je vous laisse imaginer, pareil pour tous les médicaments qu'on a vus dans ces podcasts, chaque fois la grossesse et l'allaitement, c'est c'est souvent des contre-indications ou c'est très déconseillé. Je vous laisse imaginer ce que ça peut provoquer dans un corps humain. Ça me fait toujours rigoler. Les femmes enceintes, elles ont le droit de rien manger, pas de foie, pas de produits laitiers crus, etc. Et les médicaments, elles ont aussi le droit de rien prendre. Donc d'un côté, on les empêche d'avoir des alimentations riches en nutriments, mais de l'autre côté, on les protège aussi bizarrement de tous les médicaments. Donc ça devrait peut-être nous amener à réfléchir et à nous poser la question avant de prendre un médicament. Bon là, on parle quand même d'hypertension artérielle poussée. C'est absolument pas de mon ressort, mais avant d'arriver à de l'hypertension, ou quand on fait de l'hypertension légère, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. C'est là où il faut changer l'hygiène de vie, parce qu'une fois, je vous ai dit qu'on est arrivé à un stade trop avancé, on rentre dans le grand 8 des protocoles de médicaments, et pour s'en sortir, voilà, c'est pas demain la veille. Donc je vous ai dit, on évite la grossesse pour ce type de médicaments. Ils peuvent aussi altérer le maintien de la filtration glomérulaire. Oui, on agit directement sur un circuit hormonal qui va concerner les reins. Il faut également absolument éviter l'association avec un autre médicament hypocaliniant. Et on a également des effets secondaires pour ces médicaments, qui sont les toux sèches, qui sont l'altération du goût ou des manifestations cutanées. Donc voilà pour toutes ces classes de médicaments. Je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même longtemps que je parle. Je vais juste rajouter une petite chose et terminer là-dessus. Notre tension artérielle, elle est le fruit de notre fréquence cardiaque, elle est le fruit de notre résistance de nos vaisseaux sanguins et de notre volémie, c'est-à-dire de la quantité de sang, du volume de sang qu'on a en circulation. Des petits trucs très simples. Pour jouer sur la fréquence cardiaque, le stress. On sait que le stress est un déclencheur qui va augmenter la fréquence cardiaque, puisque dans la nature, c'était la réaction qui nous permettait d'avoir plus d'oxygène, d'avoir plus de sang, d'avoir plus de nutriments à disposition pour pouvoir faire face à un danger. Donc on voit bien aujourd'hui que le stress chronique qui augmente durablement la fréquence cardiaque, c'est absolument pas un ami, et ça va être dommageable pour la tension artérielle. Donc gérer son stress, avoir des moments dans la journée où on décroche complètement, je sais pas moi, des bains tièdes, de la lecture, on est complètement coupé de l'information des smartphones, de notre travail ou d'autres choses qui peuvent nous emmerder, c'est déjà un moyen d'action sur la fréquence cardiaque. Vous faites baisser votre fréquence cardiaque avec des techniques de respiration, avec des moments où vous vous sentez bien, ça peut être des repas en famille, ça peut être n'importe quoi.
Mais ça déjà, ça va baisser votre tension artérielle. Au niveau de la résistance des vaisseaux sanguins, donc là, on est sur contraction et dilatation des vaisseaux sanguins. Donc ça, pareil, c'est un entraînement. Et comment est-ce qu'on entraîne ces vaisseaux sanguins à se dilater ? Eh bien, on fait du sport. Le meilleur moyen d'entraîner son système cardiovasculaire, c'est le sport. Alors le sport de façon intelligente, c'est-à-dire qui ne vous épuise pas, qui n'épuise pas vos ressources, parce qu'à côté de ça, il faut avoir une alimentation équilibrée. Une alimentation, alors équilibrée, j'aime pas ce mot, mais une alimentation suffisamment dense en nutriments. Donc voilà, la sédentarité, ça c'est quelque chose qui fait augmenter la tension artérielle avec la résistance des vaisseaux sanguins. Et dernier terme qui est la volémie. Donc là pareil, qu'est-ce qui fait augmenter votre volume sanguin ? Les œdèmes. Et les œdèmes, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment une conséquence de l'inflammation. Chaque fois que vous avez une inflammation dans le corps, avec la douleur, la rougeur, l'œdème, c'est une manifestation symptomatique et physiologique de l'inflammation. Donc chaque fois que vous avez une inflammation dans le corps, vous faites de l'œdème et vous augmentez votre volume sanguin, donc vous augmentez votre tension artérielle. Voilà, donc ça c'est des petits conseils qui peuvent vous permettre de prévenir l'hypertension artérielle. Évidemment, pensez à regarder ces apports en minéraux. Vous allez sur le site Chronometer, vous rentrez une journée alimentaire, vous regardez si vous êtes à la ramasse sur les minéraux, notamment magnésium et sodium, qui peuvent poser problème quand on a des alimentations brutes et non transformées. Voilà, je m'arrête là, ça fait déjà une demi-heure. Si vous m'avez suivi jusque-là, bravo, j'espère que ça vous aura été utile. Et bien évidemment, on parlera des solutions un petit peu de prévention, de la vision en naturopathie, parce que là on est quand même sur de l'urgence, il faut bien le comprendre, faire la différence entre l'urgence et la prévention. Et nous, notre but en naturopathie, c'est qu'on n'arrive pas jusqu'à l'urgence, justement. Voilà. De toute façon, une fois qu'on est dans l'urgence, le mode de vie qu'on va adopter, c'est un mode de vie qui va prévenir. Donc c'est forcément un mode de vie qui va baisser la fréquence cardiaque, qui va baisser la résistance des vaisseaux et qui va baisser la volémie. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour le prochain. Allez, ciao.